On considère une fonction f qui est définie de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égaux à n, et l'espace d'arrivée, c'est pour l'instant l'ensemble de tous les polynômes. À un polynôme p, on associe le polynôme p de x plus 1 plus p de x moins 1 moins 2p de x. Alors dans un premier temps, on va montrer que f est une application linéaire. En fait, je vous laisse vérifier que f de lambda p plus mu fois q, c'est lambda f de p plus mu fois f de q, ceci pour tout lambda et mu appartenant à R, et donc f est bien une application linéaire. On va faire une remarque sur f de p de x. F de p de x, donc f de p, c'est un polynôme. Ceci, c'est un polynôme qui est de même degré que p, donc de degré plus petit que n. Celui-ci aussi est plus petit que n, et celui-ci aussi est plus petit que n. Et donc le degré de f de p de x est plus petit que n. Et donc en fait, au lieu de considérer notre application linéaire qui va de Rn crochet x dans R de x, on arrive avec un polynôme de degré inférieur à n, et à partir de maintenant, on va supposer que notre application linéaire va de Rn crochet x dans lui-même. Alors on va faire un exemple dans le cas où n est égal à 3. Rn crochet x, donc ici R3 crochet x, et alors un espace vectoriel de dimension n plus 1, donc 4, et une base est donnée par 1, donc le polynôme constant égal à 1, le polynôme x, x2 et x3. Et donc on va calculer la matrice de notre application linéaire f dans cette base qui est en fait la base canonique que j'appelle B. Donc on fait comme d'habitude pour calculer la matrice d'une application linéaire. On écrit ici l'image des vecteurs de la base qu'on exprime dans la base. Donc on a besoin de calculer f de 1. Alors f de 1, donc le polynôme, c'est le polynôme constant égal à 1, c'est égal à 1 plus 1 moins 2, c'est égal à 0. F de x, c'est égal à x plus 1 plus x moins 1, moins 2x, ce qui fait encore 0. F de x au carré, c'est égal à x plus 1 au carré plus x moins 1 au carré moins 2x2. Les termes en x2 s'annulent. Les termes en x ici se simplifient aussi. Et il reste 2. Et on calcule f de x au cube. C'est x plus 1 au cube plus x moins 1 au cube moins 2x cube. Et après calcul, on trouve qu'il reste 6x. On peut maintenant remplir notre matrice. F de 1, c'est 0, donc c'est 0 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2 plus 0 fois x3. Même chose pour f de x. F de x2, c'est 2 fois 1 plus 0 fois x, 0 fois x2, 0 fois x3. Et f de x cube, c'est 6x, c'est donc 0 fois 1 plus 6 fois x plus 0 fois x2 plus 0 fois x3. Voici la matrice de f dans le cas où n est égal à 3. On va maintenant calculer la matrice de f dans le cas n est quelconque. On prend comme base de Rn crochet x la base canonique 1x, x2 jusqu'à x puissance n. Et on a besoin de calculer l'image de chacun des vecteurs. Donc on va calculer f de xp pour p quelconque. Donc on utilise cette formule. C'est donc x plus 1 à la puissance p plus x moins 1 à la puissance p moins 2 xp.
On développe chacune de ces puissances à l'aide de la formule du binôme de Newton. Donc ça fait la somme des k parmi p, x puissance k fois 1 à la puissance p moins k, donc je ne note pas, et k est compris entre 0 et p au sens large. Même chose pour cette deuxième somme, c'est la somme des k parmi p, x à la puissance k, et ce coup-là, moins 1 à la puissance p moins k, et k varie toujours entre 0 et p, et on n'oublie pas à la fin de retirer moins 2 fois x puissance p. Alors, cette somme va se simplifier. Tout d'abord, si k est égal à p, on obtient ici 1 fois x puissance p, plus ici 1 fois x puissance p, mais on retire moins 2 fois x puissance p, donc les termes dominants se simplifient. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si p moins k est impair? Si p moins k est impair, ce coefficient est moins 1, et donc ce monôme va se simplifier avec ce monôme. Donc qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste la somme pour k compris entre 0 et maintenant p au sens strict, parce qu'on a dit que les monômes dominants se simplifiaient, et il reste uniquement les monômes pour lesquels p moins k est pair. Alors si p moins k est pair, le coefficient est maintenant plus 5, il va s'ajouter avec ce coefficient-là, et donc on a 2k parmi p des x puissance k. On a trouvé la formule générale pour f de x à la puissance p. On peut maintenant calculer la matrice de f dans notre base B. Alors on écrit en colonne l'image de chacun des vecteurs de la base. Donc ici c'est f de 1, on a vu que f de 1 c'était 0. F de x c'est 0 également. Et ensuite, il faut calculer f de x2, f de x3, etc. Alors ici, j'ai noté f de x à la puissance p dans le cas où p est pair. Donc dans le cas où p est pair, on a ici k est égal à 0, ensuite un coefficient nul, ensuite k est égal à 2, ensuite un coefficient k égale 3 nul, etc. Et ici, bien sûr, donc p plus 1 est alors impair. Et à ce moment-là, on alterne un coefficient nul, un coefficient non nul, un coefficient nul, un coefficient non nul. Ceci jusqu'à la diagonale où tous les éléments sont nuls. Et en dessous de la diagonale, on n'a que des éléments nuls. Donc voici la matrice de f dans le cas de n quelconque. Nous allons calculer l'image et le noyau de l'application linéaire f. Alors avant de commencer, on va faire quelques remarques. Tout d'abord, l'espace vectoriel, c'est E Rn crochet x, et donc la dimension de E, c'est n plus 1. Alors ensuite, on a assez facilement, en voyant qu'ici on a des colonnes nulles, que f de 1 c'est 0, f de x c'est 0, donc on a en fait trouvé deux éléments du noyau. Et pour l'image, dernière remarque, on sait que l'image correspond au sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. Alors on peut déjà oublier les deux premières colonnes parce qu'elles sont nulles. Donc l'image de f, c'est en fait l'espace vectoriel engendré par f de x2, f de x3, etc. jusqu'à f de xn. Alors maintenant, passons vraiment à la détermination du noyau et de l'image. Alors on commence par l'image. Ce qui est important de voir, c'est que les colonnes à partir de la colonne 3, donc f de x2, f de x3, etc., forment en fait un système échelonné. Donc f de x2, f de x3, etc., jusqu'à f de xn forment un système échelonné, donc ces vecteurs colonnes sont linéairement indépendants.
Donc on a f de x2, f de x3, f de xn qui d'une part engendrent l'image par définition et d'autre part sont linéairement indépendants. On en déduit que la dimension de l'image de f, c'est-à-dire le rang, est égale à ce nombre de vecteurs, c'est-à-dire n-1, et aussi en fait que f de x2, f de x3, etc. jusqu'à f de xn, c'est une base de l'image. Donc voici pour l'image. Maintenant passons au noyau. On commence par essayer de déterminer la dimension du noyau. Alors on a calculé la dimension de l'image, donc on applique le théorème du rang. La dimension du noyau plus le rang est égale à la dimension de l'espace vectoriel E. On sait que ceci c'est n plus 1. Ceci, on vient de le calculer, c'est n-1. Et donc, le noyau est de dimension 2. Mais maintenant, on se souvient de la remarque qu'on a fait au début. On a déjà trouvé deux vecteurs, bien sûr linéairement indépendants, dans le noyau. Et donc, en plus de savoir que le noyau est de dimension 2, on sait que 1x est une base du noyau. Comme application, nous allons prendre un élément Q qui est dans l'image et nous allons montrer qu'il existe un unique P tel que f de P est égal à Q et en plus P doit vérifier la condition que P de 0 est égal à 0 et P' de 0 est égal à 0. Alors commençons par montrer l'existence. Donc on sait que l'hypothèse, c'est que Q appartient à l'image de F. Donc il existe un polynôme R tel que f de R est égal à Q. Par contre, rien ne dit que le polynôme R vérifie ces deux conditions numériques qui sont ici. Alors on va construire notre polynôme P à partir de notre polynôme R. Donc on va dire que P de x c'est R de x, mais on veut que P de 0 soit égal à 0, c'est-à-dire que le coefficient constant soit nul. Donc tout simplement, on retire le coefficient constant de R, et bien sûr maintenant, on a annulé le coefficient constant de P. Maintenant, on veut que la première dérivée de P évaluant 0 soit 0, c'est-à-dire qu'en fait que le coefficient de x de P soit égal à 0. On fait la même chose. On retire le coefficient de x, on remultiplie par x et on le retire à notre polynôme et ça annule maintenant le coefficient en x de P. Alors, donc on a tout fait pour que P de 0 soit égal à 0. On a aussi tout fait pour que P' de 0 soit égal à 0. Il faut quand même vérifier que f de P est toujours égal à Q. Alors, il y a quand même cette chose-là à vérifier. f de P de x, c'est donc f de R de x moins R0 moins R' de 0 fois x. Alors, R de 0, c'est une constante. Je peux l'écrire une constante fois le polynôme constant égal à 1. Maintenant, j'utilise que f est une application linéaire. C'est donc f de R de x moins R0 fois f du polynôme 1 moins R' de 0 fois f du polynôme x. Alors f de R de x, par hypothèse, f de R c'est Q, donc ça c'est bien Q de x. Mais f de 1, on avait calculé précédemment que f de 1 était égal à 0.
Et de même, f de x, x est un élément du noyau, donc f de x est égal à 0. Et donc le bilan, c'est bien que f de p de x est égal à q de x. Et donc on a bien nos trois conditions. F de p est égal à q, p de 0 est égal à 0, p' de 0 est égal à 0. Il faut maintenant montrer que le polynôme p que l'on a trouvé est unique. Je vous laisse l'écrire. Vous prenez deux polynômes, un polynôme p1 et un polynôme p2, et tous les deux vérifient ces trois conditions, et vous devez montrer que p1 est égal à p2. Si vous avez bien compris l'exercice précédent, vous pourrez faire facilement celui-là. On a une application linéaire f de Rn crochet x en lui-même. À un polynôme p de x, on associe p de x plus 1 moins x fois p' de x, où p' de x est le polynôme dérivé. Il faut d'abord montrer que f est une application linéaire, et ensuite trouver une base du noyau et de l'image.